¿De qué estará hecho el futuro? ¿De árboles? ¿De lagos y flores? ¿De composta? ¿O será por el contrario un insaciable cementerio? ¿Un planeta desierto? ¿Será más respetuoso, más autosustentable, más cercano a la Tierra, más colectivo o más rapaz e individualista? ¿Qué especies seguirán poblando el planeta y cuáles se habrán extinguido? ¿Cómo será la relación entre hombres y mujeres? ¿Seguirá existiendo el género? ¿Cómo andará nuestra salud? ¿Y nuestro tablero político? ¿Qué pasará con las distintas civilizaciones después de la pandemia? ¿Cómo será la realidad? ¿Virtual o analógica? ¿El futuro será un robot implantando órganos impresos en 3D en un solitario quirófano o una diminuta cámara de video surcando el universo a la velocidad de la luz? ¿Conseguiremos por fin hacer viajes en el tiempo? ¿Cómo serán las máquinas que habremos inventado? ¿Para qué nos serviremos de ellas? ¿Qué humanos o qué sistemas se servirán a su vez de nosotros? ¿Qué podemos hacer mal y qué podemos hacer bien? ¿Qué eventos decidiremos registrar y cuáles olvidar? ¿Qué relación tendremos con la memoria, con el almacenamiento de recuerdos? ¿Alguien puede a través de los sueños o de las artes adivinatorias predecir el porvenir? ¿Evitarlo? ¿Modificarlo? ¿Existe realmente el futuro o es verdad como aseguran los místicos de todas las tradiciones que solo tenemos el ahora? ¿Se puede hablar de ese tiempo o siquiera pensar en él si no es con interrogantes? Buenas noches, este es el programa de la revista de la universidad y en esta ocasión vamos a entrevistar a Jacques Attali. Quiero primero darle las gracias a los organizadores del coloquio de Muro a Muro que hicieron posible esta entrevista. Muro a Muro es un coloquio que se programa todos los años en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Jacques, que está aquí con nosotros, que se conecta desde Francia, es un economista, fue asesor del presidente François Mitterrand durante 10 años, es fue director fundador de la Banca Europea para la Reconstrucción y el Desarrollo. Ha asumido varios cargos, varias direcciones de empresas e instituciones, pero además es un escritor polígrafo que explora múltiples disciplinas como la música, la filosofía, la historia, la religión, la ciencia ficción y faltaba menos, el futuro. Escribió un libro, de hecho, que se llama Una breve historia del futuro. Jacques, bienvenue sur les écrans mexicains. Comment allez-vous? Avec plaisir. Très bien, je suis ravi d'être au Mexique. Vous êtes très bien accueilli ici, très aimé, très lu. Écoutez, je voudrais vous demander ce qui vous pousse, Jacques, à imaginer avec tant de passion un futur où vous ne serez plus. Est-ce que c'est une façon d'y être un peu quand même? Oui, bien sûr, c'est une façon d'y être. De toute façon, par définition, un écrivain espère rester, ne serait-ce que par un petit bout de papier posé dans une bibliothèque, chez des gens qui seront là quand il ne sera plus là. Il espère rester par des gens qui le liront plus tard. Il espère rester aussi par l'influence qu'il aura plus tard. Et donc, c'est vrai qu'écrire est une des multiples façons de tenter l'illusion de l'immortalité. Et en même temps, je pense que travailler comme je le fais, non seulement dans le roman, mais dans la fiction, mais dans l'essai à réfléchir sur le futur, c'est aussi une façon de réfléchir sur le présent, parce que la meilleure façon d'améliorer le présent, c'est d'essayer d'améliorer l'avenir. C'est pas intuitif, mais c'est presque évident. C'est en comprenant ce qu'il faut faire pour l'avenir qu'on crée le meilleur présent. Parce que l'avenir influe sur le présent. On croit toujours que c'est le présent qui influe sur l'avenir, mais non, c'est l'avenir qui influe sur le présent. Vous serez donc d'accord avec une phrase d'Albert Camus, que d'ailleurs nous avons placée en exergue à notre dossier sur le futur, qui dit « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent ». Oui, c'est une phrase qu'on peut interpréter de bien des façons. On peut l'interpréter d'une façon que je n'aimerais pas, c'est-à-dire de dire après nous le déluge, vivons l'instant et puis oublions le futur. Ça, je n'aimerais pas. On peut l'interpréter en disant au contraire, il est très important de penser en permanence à l'avenir, y compris au présent, et de vivre le présent comme une des dimensions de l'avenir. Par exemple, s'il y a 20 ans, on avait pensé, comme certains l'ont fait, dont moi parmi d'autres, qu'une pandémie était possible,
on s'y serait préparé il y a 20 ans et on ne serait pas dans la situation où on est aujourd'hui, dans la plupart des pays. Donc il faut vivre aujourd'hui en tenant compte de la conséquence de nos actes pour l'avenir. Il faut vivre intensément l'aujourd'hui comme une des dimensions de l'avenir. Donc être la fourmi et pas la cigale. Trouver de la jouissance dans la fourmi. On peut trouver un grand bonheur dans la fourmi. D'accord. Écoutez, chez moi, quand je grandissais, il y avait une idée reçue, comme quoi les météorologues et les économistes se trompaient tout le temps dans leurs modèles et leurs anticipations, prédictions. Est-ce que c'est un préjugé totalement faux ou bien est-ce qu'il y a dans l'économie comme discipline des éléments de futurologie, c'est-à-dire non, je crois c'est pas fait du pour tout. prédire? Je ne crois pas du tout à l'économie. J'ai commencé par enseigner les mathématiques et l'économie mathématique et je m'en suis très vite éloigné. Et j'ai très vite compris, en tout cas c'est mon travail depuis très longtemps, qu'on ne peut comprendre l'avenir et le présent qu'en comprenant très profondément le passé, qui suppose une culture qui n'est pas économique. Les économistes ont une culture beaucoup trop simpliste, naïve, aculturelle, extrêmement rudimentaire. Alors que si vous voulez comprendre l'avenir, il faut comprendre l'histoire. Par exemple, si vous voulez comprendre l'avenir du capitalisme, il faut comprendre son histoire passée. Quand j'ai écrit le livre dont vous venez de parler, Brève histoire du futur, j'ai commencé dans un bon tiers du livre, avant de parler de l'avenir, à raconter les 20 000 ans passés. Parce qu'on peut trouver des lois dans le passé qui peuvent permettre de comprendre l'avenir. Mais la naïveté économique qui consiste à développer des modèles fondés sur des banalités de modèles du simplisme extrême me paraissent une marque d'ignorance énorme. Pourquoi je ne crois pas du tout à la science économique en tant que telle? Je crois à la science historique, je crois à une science globale, je crois que l'humanité est trop complexe pour se réduire à des équations, heureusement, et que par contre, les lois de l'économie telles que Marx, par exemple, les avait tracées, qui sont des lois très complexes, très humaines, qui font appel à des ressorts historiques, des ressorts psychanalytiques extrêmement nombreux, ça oui, j'y crois. Je crois aussi qu'il y a une loi très fondamentale de l'humanité qu'on peut trouver dans l'histoire et des lois très fondamentales de l'histoire qu'on peut trouver dans le passé qui peuvent nous aider. Par exemple, je crois qu'il y a une loi très importante, c'est que l'humanité, depuis son histoire la plus longue, n'est obsédée que par une chose, c'est fuir la mort. Et qu'elle cherche l'immortalité d'une façon ou d'une autre. Et elle pense l'avoir trouvée en se transformant en artefact, en créant les conditions pour devenir un objet. Et toute l'histoire humaine est une transformation de nos activités diverses en artefacts, avec des réactions, des refus, des volontés de s'opposer à cela, de donner du plein sens à la vie en tant que telle comme elle est, et à refuser l'artefact. Mais cette bataille entre l'artefact et le vivant me paraît un des grands moteurs de l'histoire. Vous voyez, on est très loin des lois de l'économie classique. J'allais justement parler de votre livre sur Marx, sur Marx, Karl Marx, où vous dites précisément qu'il avait bien prévu, enfin pas bien prévu, mais il avait bien vu comment allaient se développer certains aspects du capitalisme. Alors, je pense qu'on va revenir à cette histoire de l'artefact un peu plus en avant. Je trouve qu'il y a quelques points à développer, mais j'aimerais d'abord partir il y a une conférence que vous avez donnée il y a longtemps à l'École Polytechnique et vous critiquiez alors certains futurologues qui décrivaient plusieurs scénarios, c'est-à-dire on met plusieurs scénarios et puis bon forcément il y en a un qui s'avère ou qui est proche, enfin on a quand même un scénario proche de ce qui advient. Et donc, ils se vantent d'avoir raison, ces futurologues. Et vous vous dites que ça, vous considérez que c'est pas juste, surtout parce qu'ils ne s'engagent pas. Est-ce qu'imaginer un futur, le futur, et un seul futur, est une manière de s'engager aujourd'hui? Oui, même si imaginer un futur, ça peut être imaginer un futur à refuser. Très souvent, d'ailleurs, on a confondu dans mes livres ce que je redoute comme futur avec ce que je souhaite. Et je présente souvent un futur comme probable, mais un futur condamnable, et en le présentant comme probable pour qu'on le combatte. Mais je crois qu'il n'y a aucun intérêt à présenter des scénarios. Si vous présentez des scénarios, le lecteur en sort en disant, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer au sort entre les différents scénarios, ça n'a pas de sens.
Il faut dire voilà le plus probable et voilà ce qu'il faudrait faire pour soit l'encourager si on pense que c'est bien, ou ce qu'il faudrait faire pour lutter contre si on pense que c'est pas bien. Mais il faut choisir. Et donc, le futur que vous choisissez, c'est lequel? Le futur que je décris comme le plus probable, c'est un futur en 5 étapes où, pour prendre que la dimension géopolitique, alors qu'on pourrait en prendre beaucoup d'autres dimensions dans ces 5 étapes, il y aurait d'abord un déclin de l'Empire américain, suivi d'une tentative de la Chine, de l'Europe et de quelques autres de remplacer les États-Unis, qui échouera, suivi par une tentative d'être remplacée par des grandes entreprises qui gouverneraient le monde pour elles-mêmes, qui échouera aussi dans un chaos à la fois économique, politique, climatique et social, qui conduira à une guerre épouvantable, qui sera la 4e étape, qui sera suivie, si elle a lieu, d'un ordre apaisé, harmonieux de l'humanité. Je raconte ça comme l'hypothèse la plus probable. Nous sommes aujourd'hui à peu près à la fin de la première étape, au début de la seconde. Je ne crois pas que la Chine réussira à s'imposer comme superpuissance. Je crois que ensuite les grandes entreprises tenteront de l'être, mais ne réussiront pas non plus. Mais je raconte cet avenir qui conduit inévitablement à une guerre pour créer les conditions pour que justement on l'évite et pour qu'on aille directement de la situation de l'étape 1 où nous sommes à l'étape 5 sans passer par les étapes intermédiaires. C'est un peu la méthode des dystopies un peu apocalyptiques. Oui, c'est peur quand même. Il s'agit de créer une conscience, enfin de secouer. C'est pas une ruse, c'est ce que je crois probable. Je ne force pas le trait pour créer les conditions pour manipuler les esprits. Je dis ce que je pense vraiment. Et j'ai écrit ça il y a 15 ans et aujourd'hui, ça se confirme de plus en plus. Vous aimeriez quand même que ça ne se confirme pas. Mais j'aimerais avoir tort, j'aimerais non seulement avoir tort, mais je considère que je ne suis pas un spectateur et je fais tout ce que je peux à mon modeste niveau pour participer de combats pour l'éviter. Bien sûr. Écoutez, on va faire une pause. D'accord. Pour revenir justement à ce que vous appelez économie de la vie, etc., ce qu'on peut faire. Vous me donnez une minute. Bien sûr. Je reviens. Oui. Nos vamos a una pausa y volvemos con ustedes y Jacques Attali. Estamos aquí de vuelta con Jacques Attali hablando de futuro. Jacques, dans le colloque Muro à Muro où vous avez participé, mais aussi dans un récent document issu de l'Institut de l'économie positive remis à Emmanuel Macron, vous parlez de l'économie de la vie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ici, au Mexique, ce concept, cette idée, l'économie de la vie, qui d'ailleurs donne titre à votre dernier livre? J'espère pas le dernier, disons le plus récent. Enfin, pardon. J'espère aussi. L'économie de la vie, ça regroupe un certain nombre de secteurs dont la crise actuelle devrait nous avoir rappelé l'importance. C'est quoi l'économie de la vie? C'est l'ensemble des secteurs qui sont essentiels et qui sont oubliés. Je les nomme: la santé, l'hygiène, l'alimentation, l'agriculture, l'éducation, la culture, la recherche, la logistique, la distribution, le numérique, la démocratie, la sécurité et 2 ou 3 autres secteurs. L'énergie propre, le logement durable, etc. Ne font pas partie de l'économie de la vie des secteurs comme le pétrole, toutes les énergies fossiles, l'aéronautique, la chimie, le textile. L'économie de la vie, les secteurs de l'économie de la vie représentent, suivant les pays, entre 50 et 60% du PIB. Il faut à tout prix qu'ils représentent 80%. Dans ce cas-là, on aura une économie vraiment durable à la fois écologiquement, économiquement, socialement, démocratiquement. Mais pour ça, il faut faire des réorientations à la fois des entreprises, des pays, des
compagnies de toutes sortes, des banques, des financements, des politiques publiques. Il faut avoir une vision. Il faut que les pays disent explicitement « je suis favorable à l'économie de la vie, c'est ma priorité ». Pour l'instant, on n'a rien de tel nulle part. Il n'y a aucun pays qui a dit « l'économie de la vie, c'est ma priorité ». Or, pourtant, ça devrait être ça, c'est la solution que nous impose la crise. Est-ce que cela implique que, en fait, nous serions dans une espèce d'économie de la mort? Non, on est plutôt dans une économie de la survie. Et l'économie de la survie, à terme, c'est l'économie de la mort, parce que ça renvoie au début de notre conversation tout à l'heure. Si on ne fait que survivre, si on ne s'intéresse qu'au présent, eh bien, on se condamne à mort, puisqu'on ne voit pas on ne prépare pas l'avenir. Une société, prenez une société, une famille ou une société qui ne s'intéresserait qu'au présent, qui ne donnerait pas d'éducation à ses enfants, qui ne préparerait pas les investissements pour plus tard, les ponts, les routes, elles mourraient. Donc nous sommes dans une économie de la survie. Or, l'économie de la survie, c'est la mort. Donc nous sommes dans une économie de la mort parce que nous sommes dans une économie de la survie. Bon, la survie, c'est déjà essayer de faire surface. Oui, mais c'est pas on est déjà en danger. Si vous prenez un exemple dans la mer, si vous êtes simplement essayé de survivre en surnageant, vous allez nulle part, vous allez mourir. Si vous n'essayez pas de trouver une solution pour aller vers la mer, la côte, ou pour trouver du secours, vous allez mourir. Bah, ceci implique aussi comme un changement d'idéologie assez complet. C'est-à-dire, finalement, je pense aux civilisations anciennes avaient quand même une idée beaucoup plus forte des générations à venir, non, du sacrifice pour les générations à venir. Il me semble qu'on est très loin de là. C'est-à-dire, on est dans la satisfaction, on est dans l'idée du divertissement maintenant, puisque c'est possible. Mais je veux juste faire une petite accotation. Certaines familles issues de la guerre, par exemple la mienne, non, une guerre européenne, sont aussi à se dire de toute façon, il y a une catastrophe qui peut venir. C'est-à-dire, il faut dépenser maintenant, il faut jouir maintenant, on ne sait jamais ce qui va arriver plus tard. Mais je pense que cette idée commence à être trop généralisée, trop individualiste, enfin, c'est-à-dire on s'enquiste dans le présent. Est-ce vrai? Tout à fait vrai, c'est exactement ça. Je prends souvent cet exemple de Marx, je veux dire pas Karl Marx, Groucho Marx. Groucho Marx disait « Pourquoi je m'intéresserai aux générations futures, elles n'ont rien fait pour moi ». Ce qui est apparemment vrai, mais qui est faux. Parce que pour le comprendre, il suffit de se dire qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus de générations futures. Si à partir de l'instant présent, plus personne ne naît. Eh bien, on n'aurait plus besoin de maternité d'abord, mais ensuite plus besoin d'école maternelle, d'école primaire, d'école secondaire. Puis on n'aurait plus personne pour aller travailler. Et tous ceux qui sont vivants aujourd'hui, qui seraient les derniers vivants, puisqu'il n'y aurait plus de générations futures, n'auraient bientôt plus de gens pour faire fonctionner les routes, les hôpitaux, l'électricité. Et les derniers vivants d'aujourd'hui mourraient dans la misère la plus grande. Donc nous avons intérêt aux générations futures, au bonheur des générations futures. Nous avons même intérêt, nous vivants d'aujourd'hui, au bonheur de ceux qui ne sont pas encore nés. Et vous avez raison de dire que dans le passé, on le savait un peu mieux parce qu'on avait compris l'importance du bonheur de ses propres enfants, parce qu'on dépendait de ses propres enfants pour assurer notre avenir. Il n'y avait pas de système collectif de retraite. Aujourd'hui, les générations futures sont vues d'une façon plus abstraite à cause de la mise en commun des sociaux, des systèmes de retraite. Mais cette mise en commun sociale montre une chose très profonde, c'est que la génération future est tout entière nos enfants. Nous sommes les parents de toute la génération future. Nous sommes les parents de tous les enfants du monde. Nous sommes même, nous les vivants d'aujourd'hui, les parents de tous ceux qui ne sont pas encore nés. Nous sommes les parents de tous ceux qui ne sont pas encore nés. C'est une évidence que je viens d'essayer d'expliquer, mais qui n'est pas intuitive. Dire nous sommes les parents de tous ceux qui ne sont pas encore nés, c'est la clé de la réponse à nos problèmes. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on comprend parce que les gens préfèrent dire non, non, je ne suis pas le parent de ceux qui ne sont pas encore nés, j'en ai rien à faire d'eux, qui s'occupent d'eux-mêmes. Moi, j'ai assez de mal à être heureux aujourd'hui. Toutefois, vous parlez de
Vous avez dit qu'il y aurait peut-être plus, s'il y a plus de générations à venir, il y aura plus personne pour conduire les voitures, pour travailler dans les hôpitaux, etc. Cependant, nous allons de plus en plus vers l'automatisation. Une des choses que vous dites pour le futur, c'est les développements technologiques. Par exemple, la voiture automatique. On n'a plus besoin de chauffeur, on se fait conduire. Une question que j'aimerais vous poser à ce sujet, c'est, vous dites que cela est très important, non seulement peut-être, surtout important pour le temps. On va gagner le temps. Le temps est la chose la plus importante pour vous. Je pense que beaucoup de personnes peuvent se rallier à cette idée, mais disons que cela nous permettrait de gagner du temps. Mais moi, j'aimerais vous demander s'il s'agit de gagner du temps pour le loisir, comme l'idée du paradis, où c'est des gens qui travaillent, où c'est quelque chose d'autre qui travaille, et donc nous, on peut manger des raisins tranquillement à l'ombre, ou bien c'est un temps pour travailler plus. Parce que le vide a tendance à se remplir. Aujourd'hui, dès Oui, qu'on a oui. le temps, on le remplit. Donc, est-ce qu'on va travailler plus? On a besoin de temps pour travailler plus? Ou est-ce que c'est D'abord, un temps pour ne travailler? Oui. d'abord, nous allons vers une artificialisation. Et c'est ça qui est le plus important à comprendre, c'est que le progrès technique conduit à artificialiser tout. Pour réduire notre peine, on artificialise tous les travaux qu'on fait, mais progressivement, cette artificialisation des travaux, la machine à laver, la voiture, va être une artificialisation de la vie avec les prothèses. Et donc, nous devenons de plus en plus un artefact. Et Oui, c'est aussi une très grande tendance de l'histoire humaine, c'est transformer l'homme en artefact. En artefact qui va travailler à produire des artefacts. Et donc, nous sommes de plus en plus prisonniers des artefacts et nous travaillons à les produire de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'on aura de plus en plus de loisirs. Quelqu'un qui a vécu longtemps au Mexique, Ivan Illich, a expliqué très bien que l'argent, enfin, le temps qu'on gagne en produisant des voitures, on le perd dans les embouteillages. Et le temps qu'on gagne par les technologies diverses, on le perd en passant des heures sur les réseaux sociaux d'une façon compulsive et inutile. Donc, ce qui compte là, c'est d'abord de se rendre compte de cette illusion extrême qui renvoie à l'idée de la mort d'ailleurs. En nous transformant en artefact, c'est parce qu'on croit que l'artefact est immortel et que si nous devenons un artefact, nous serons immortels. La table, le bureau qui est devant vous, est immortel parce que c'est un objet inerte. Vous n'êtes pas, et moi non plus, je ne suis pas immortel. Mais pourtant, on pense que si nous étions une table ou un bureau, on serait immortel, ce qui est une illusion, on ne serait pas immortel. Donc nous voulons devenir immortels ainsi. Et une immortalité qui est inerte, puisque elle n'a pas de sens. Donc il faut à la fois créer les conditions d'avoir ce progrès technique qui nous sert à nous libérer des contraintes du travail, mais en même temps, que ce ne soit pas ni pour s'occuper d'une façon illusoire, parce que qu'est-ce qu'on fait du temps en question? On ne mange pas des raisins sous l'arbre. On a peur de la mort. Donc on fait tout pour l'oublier, la mort. On se distrait. Et on se distrait par le travail, par la distraction, par la drogue. On a peur. Et pour éviter cela, il faut aller vers une société où on n'aura plus peur de la mort parce que, et ça nous ramène au début de notre conversation, on fera quelque chose qui laissera une trace dans l'immortalité. On deviendra immortel, idéalement, non pas en devenant un artefact, mais on deviendra immortel dans le souvenir qu'on laissera aux autres. Oui, je savais bien qu'on reviendrait à cet artefact. Une dernière question. Vous parlez, il y a aussi la démographie. Vous dites il y a des choses sûres, enfin il y a des choses certaines. Il y a aussi la démographie. Et donc vous parlez par exemple du rôle qu'aura l'Afrique, où il y a une démographie très importante, c'est-à-dire il y a énormément de naissances, il y a la population qui croît. Par l'histoire coloniale, je pense qu'en France, vous avez une grande proximité avec l'Afrique, en plus une proximité géographique, vous parlez de l'Inde, vous parlez de la Chine, vous ne parlez pas de l'Amérique latine. Est-ce que nous aurons un rôle, nous? Oh, évidemment. Bon, il est évident que le XXIe siècle, c'est d'abord le siècle de la Chine au début du XXIe siècle, et ensuite le siècle de l'Inde, puis ensuite le siècle de l'Afrique. À la fin du XXIe siècle, démographiquement, les deux pays les plus peuplés seront l'Inde et le Nigeria. Les deux pays les plus peuplés en 2100, c'est l'Inde et le Nigeria. L'Amérique latine, en termes démographiques, sera peu de choses. Mais malgré tout, je crois beaucoup à l'Amérique latine comme un espoir énorme, un modèle incroyable. Si nous réussissons en Europe à créer un état de droit planétaire, continental,
qui protège la diversité tout en mettant un ordre commun, ce sera quelque chose de formidablement exemplaire pour le monde. En Amérique latine, vous avez la chance de pouvoir produire pour le monde un état harmonieux entre l'espèce humaine et les autres espèces du vivant. Car vous avez en Amérique latine ce que nous n'avons plus, c'est-à-dire une présence d'espèces du vivant extrêmement nombreuses, au Mexique, comme au Brésil, comme au Nicaragua, en Colombie, en Équateur, au Costa Rica, etc. Et donc, vous avez un avenir énorme en étant l'endroit de ce qu'on appelle maintenant One Health, une santé unique de toutes les espèces du vivant. Et le rôle de l'Amérique latine, c'est produire l'idéologie et la pratique de la sauvegarde du vivant sous toutes les formes d'espèces. Merci, Jacques. Merci pour cet espace, le temps qui est tellement précieux pour vous. Pour nous aussi. Vraiment, pour vous aussi. Conversation délicieuse. Merci beaucoup. Et j'espère vous revoir bientôt. J'espère aussi. Gracias otra vez al coloquio Muro a Muro. Pueden ver las mesas de este año dedicado al desorden postviral de muroamuro.mx, fil.com.mx, latinus.us y en el canal de YouTube de Tere Vale. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.